Fidélité, bienvenue, RFM, il est midi. Barthélémy. Mor Ngom répond à Abdoulaye Wade qui a décliné l'invite de Macky Sall pour un dialogue. Le ministre conseiller estime, contrairement à Abdoulaye Wade, que le chef de l'État est bel et bien dans les dispositions de dialoguer pour l'intérêt du Sénégal. Privatisation de la Sonacos, les travailleurs en phase avec l'État. Le secrétaire général national des industries des corps gras déclare que depuis la disparition de la Sunéor, la Sonacos a du mal à se relever. Ziguinchor, une mosaïque de communautés. On retrouve des Bissau-Guinéens, des Gambiens et autres. Et c'est parce que cette partie sud du pays est frontalière avec plusieurs pays. Le charme est que les étrangers vivent à l'aise comme s'ils étaient chez eux. Billet retour en Casamance signé Sokhna Natambay. L'actualité internationale, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Barthélémy, nous irons au Togo où le nouveau front de la société civile Togo Debout fait face à la presse à l'instant. Ses membres vont rejoindre l'opposition dans la rue pour demander le respect de la constitution de 1992. En Afrique du Sud, le principal syndicat est aussi dans la rue ce mercredi. C'est pour réclamer la démission du président Jacob Zuma. Et puis en Italie, Barthélémy, l'Italie qui va proposer un financement d'environ 20 millions de francs CFA aux entrepreneurs de la diaspora africaine. C'est pour les inciter à créer des emplois dans leur pays d'origine. De sport, Soda Thiam, qu'est-ce qui fait l'actualité ? Barthélémy Ngom, éliminatoire mondial 2018 du football féminin chez les U20. Le Sénégal à l'assaut du Maroc pour la match retour. La Fédération sénégalaise de football sonne la mobilisation. Ligue des champions européens. La deuxième journée se poursuit aujourd'hui. Parmi les rencontres, le Paris Saint-Germain version Neymar qui va défier le Bayern Munich handball. Les affiches des demi-finales de la Coupe du Sénégal connues depuis hier et elles vont se jouer les 7 et 8 octobre. À suivre la chronique hebdomadaire de Mbaye Sidi Mbaye. Point de vue, la journée internationale du tourisme célébrée ce mercredi. Comment faire pour booster le tourisme au Sénégal? Débat vers 12h30. Abdoulaye Diop est à la technique, mesdames, messieurs, bonjour. Le ministre conseiller auprès du président de la République répond à Abdoulaye Wade qui a décliné l'invite de Macky Sall pour un dialogue. Mor Ngom soutient que si le président Macky Sall n'était pas un homme de dialogue, il n'allait pas créer des pôles de dialogue et que cet appel est dans l'intérêt du Sénégal. Mor Ngom, donc, que nous allons suivre d'un moment à l'autre. Il revient sur ces propos de Abdoulaye Wade qui a décliné hier l'invite du chef de l'État pour un dialogue. Je crois que ce que j'ai lu ce matin dans la presse me semble assez peu clair. Parce que si vraiment on s'en réfère par les actes et faits, le président Macky Sall est un homme de dialogue, ça de manière interne, parce que simplement, s'il ne l'était pas, il n'aurait pas pu garder la coalition Benno Bokk Yakaar, qui est une coalition inédite. S'il n'était pas un homme de dialogue, ce qui se passe dans ce pays-là, je crois que tout le monde aurait à en dire. Je prends des exemples. Bien avant même la journée du 28 mai 2016, Macky Sall, le président, a toujours appelé les acteurs de la politique à se mettre autour d'une table. En quoi faisant? En mettant en place un PSE qui dépasse largement ses mandatures. Je crois que si nous, politiques, nous avions compris cette démarche, tous, nous allions nous retourner autour d'abord de ce PSE-là, parce que il s'agit du Sénégal, il s'agit de notre nation, il s'agit du développement de notre territoire. C'est tout à fait normal qu'aujourd'hui, nous, du pouvoir, que nous puissions être attaqués par l'opposition dirigée, organisée autour du président Abdoulaye Wade. C'était Mor Ngom, ministre conseiller auprès du président de la République. Je vous l'annonçais en titre, privatisation de la Sonacos, les travailleurs en phase avec l'État. Pour le secrétaire général national des travailleurs des industries des corps gras, depuis la disparition de la Sunéor, la Sonacos a du mal à tourner, faute de moyens. Samuel Ndour, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des industries des corps gras, au téléphone avec Daoud Diouf. Nous sommes pour la reprivatisation.
parce que la Sonacos est toujours dans des difficultés. Depuis la reprise des mains du premier repreneur jusqu'à nos jours, il y a certaines de nos usines qui ne marchent pas, faute de moyens financiers. Donc on pense qu'aujourd'hui, peut-être avec un nouveau repreneur, nous pourrons faire marcher toutes nos installations, parce que nous avons la Sonacos, c'est 5 usines quand même, et une direction générale. Et jusqu'à présent, il n'y a que les usines qui réceptionnent les graines d'arachide qui marchent. Mais la plus grande usine, qui est l'usine de Dakar à Bel-Air, ne fonctionne toujours pas. Et les ateliers de javellerie, de vinaigrerie, les produits annexes à Diourbel, comme la Cetuna, ça ne fonctionne toujours pas. Donc aujourd'hui, la société est toujours dans des difficultés financières. C'était donc Samuel Ndour, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des industries des corps Graillé, midi 6 minutes. La suite du journal, déguerpissement de marchands sur le canal de la Gueule-Tapée. Le maire Aliou Ndoye soutient l'initiative des riverains. Pour des raisons de sécurité, les habitants ont déguerpi les tables des marchands situés le long de ce canal. La police avait même assisté à la scène. Un reportage de Maïmouna Mbakissei. Mbaye Faye, un vendeur de friperie, est assis sur les marches d'une maison à la Gueule-Tapée. L'air absent, il n'a pas encore trouvé un nouveau lieu pour son commerce. Sili Diop fait partie des jeunes qui les ont déguerpis, lui et ses camarades commerçants. C'est une bonne chose pour le quartier. C'est une bonne chose que les marchands ne soient plus ici. Il y a trop d'insécurité et le canal est aussi menacé. On va continuer à se battre pour que notre quartier soit ainsi propre. La cinquantaine, Ndeye Sow soutient l'initiative de ces jeunes. L'endroit était impraticable selon la dame. Il n'y avait même plus d'espace pour passer à cause des marchands et des laveurs de voitures. Notre santé était même menacée. On est tous d'accord pour le déguerpissement. La nuit, on étale même des nattes sur le canal pour prendre de l'air. Très impliqué lors du déguerpissement, Ndeye Sow, qui a interrompu son commerce pour nous parler, assure que les marchandises des vendeurs n'ont pas été touchés. Les bagages des marchands sont mis en sécurité dans cette maison à côté. La police a assisté au déguerpissement et il n'y avait aucun problème. La mairie est de notre côté. La vue sur Gueule-Tapée a changé depuis lors au grand bonheur des habitants. Tel est le cas du maire de la commune qui soutient que toute l'allée du canal va être ainsi. Maïmouna Mbakessei, il est midi 8 minutes, la suite du journal. RFM 94.0, la radio en puissance. Kaolack, une vingtaine d'écoles encore sous les eaux à quelques 2 semaines de la rentrée des classes. Le Oubitei Dianguetei risque de ne pas être effectif dans ces écoles. L'adjoint au gouverneur de région demande aux autorités de prendre la question en charge pour rendre opérationnels ces établissements scolaires avant la date de la rentrée des classes prévue le 9 octobre pour les élèves. Jean-Paul Malik Faye, adjoint au gouverneur de Kaolack, au micro de Ibrahim Diamé. Au niveau de Kaolack, comme vous le savez, nous avons enregistré des quantités importantes de pluie. Kaolack, la particularité, c'est que beaucoup d'établissements se trouvent dans des bas-fonds. Donc beaucoup d'établissements actuellement sont inondés. Nous avons une vingtaine d'établissements scolaires qui sont donc inondés. Mais nous avons instruit en tout cas les services techniques, les sapeurs-pompiers, mais également les services d'hygiène pour qu'ils prennent les mesures idoines et qu'ils fassent du pompage des eaux des établissements scolaires une priorité. C'est vrai que les moyens ne suivent pas toujours parce que actuellement nous faisons face à un manque de moyens. Mais nous avons saisi la tutelle, en tout cas pour nous renforcer, surtout les sapeurs-pompiers en motopompe, pour qu'on puisse pomper les eaux dans toutes les écoles. Nous avons également demandé aux collectivités locales d'appuyer les services techniques parce que l'éducation est également une compétence transférée et la mairie de Kaolack, mais également tous les maires qui étaient présents à ce CRD ont pris l'engagement, en tout cas d'accompagner les services techniques, de mettre à leur disposition les moyens pour que d'ici le 9, toutes les écoles qui sont inondées, qu'on puisse leur débarrasser des eaux pour que les salles de classe puissent être accessibles le jour de la rentrée, que les cours puissent démarrer. Jean-Paul Malik Faye, l'adjoint au gouverneur de Kaolack, 315 salles de classe pour remplacer les abris provisoires à Fatick. Une annonce de l'IA. L'inspecteur d'académie soutient également que des murs de clôture seront construits. Aminata Goudiaby, les autorités scolaires de Fatick sont optimistes. Plutôt, toutes les conditions seront donc réunies pour une bonne rentrée des classes.
La carte sanitaire de Fatick se verra bientôt redorer le blason. Des centaines de salles de classe annoncées pour remplacer les abris provisoires, plusieurs blocs d'hygiène et des milliers de linéaires de murs de clôture seront bâtis dans la région. Pape Gourguindiaï est l'inspecteur d'académie de Fatick. Il a été beaucoup question d'abris provisoires. L'État du Sénégal, à travers le ministère de l'Éducation, a mis en place un programme de résorption des abris provisoires. Et la région de Fatick bénéficiera quand même de ce programme. 315 salles de classe qui seront construites, 312 blocs administratifs, 143 blocs d'hygiène et 25 500 mètres linéaires de murs de clôture. Ça, véritablement, on a l'assurance. Le déficit de table-banc, tant décrié par l'Association régionale des parents d'élèves, va aussi trouver une solution, même s'il faut encore patienter. Il y a des déficits, mais il n'y a pas de manque. On n'a jamais dit qu'il n'y a pas de table-banc au niveau des écoles. Il y a un déficit, ça ne veut pas dire que les élèves n'auront pas où s'asseoir. On débute, il y a un déficit. On se met à 2, à 3, à 4, en attendant véritablement qu'on règle le problème. Ça ne saurait être un frein, véritablement, pour accueillir les élèves. Et en prélude à la rentrée scolaire, l'inspecteur d'académie de Fatick rassure, les établissements scolaires seront mis dans des conditions aptes à recevoir les élèves dès l'ouverture des classes. Pour qu'il y ait un démarrage effectif des cours le jour de la rentrée, il faut que les écoles et établissements soient fonctionnels le jour de la rentrée pour pouvoir accueillir l'ensemble. Il faut que les élèves soient préparés à pouvoir suivre les enseignements apprentissages le jour de la rentrée. Un comité régional de développement sur la rentrée scolaire a même déjà été tenu à Fatick, une réunion qui a permis aux différents acteurs de prendre des engagements pour une bonne année scolaire 2017-2018, selon l'inspecteur d'académie de Fatick, Aminatou Goudiaby, Fatick RFM. Nous parlons de la journée mondiale du tourisme célébrée donc aujourd'hui. Les acteurs touristiques du village artisanal de Soumbédioune ne se sentent pas concernés et c'est parce qu'ils ne voient plus de touristes. Leurs activités donc tournent au ralenti. Ils imputent la responsabilité aux autorités. Cheikh Diop était au village artisanal ce matin. Nous sommes ici au village artisanal de Soumbédioune. Les acteurs touristiques s'activent à la tâche. Ces derniers martèlent qu'ils ne voient plus de touristes dans ce lieu. Habib Sissoko. En ce moment-là, on traverse des moments très difficiles parce qu'on ne voit pas de touristes. Parce que je me pose la question, quel est le problème? Bon, on est là pendant des années, je peux dire depuis à notre naissance, on est là. Donc, c'est ici qu'on connaît, c'est ici qu'on travaille, c'est notre vie. Donc, on a des grands problèmes pour avoir des touristes. Pour Habib Sissoko, la chambre des métiers n'a pas joué son rôle dans ce secteur. La chambre des métiers, qu'est-ce que ça sert? Est-ce qu'on comprend? Et le ministre des touristes. Quel est le problème entre eux et les touristes? D'autres, à l'image de Mortal Babou, secrétaire général de la chambre des métiers de Dakar, pensent que l'État est en train de remplir sa mission. L'État aide les artisans en mettant à leur disposition le village artisanal où les artisans payent un taux de loyer symbolique comparativement aux artisans qui sont en face du village, n'est-ce pas, qui payent peut-être le loyer mensuel et le loyer annuel de l'artisan installé à l'intérieur du village artisanal de Soumbédioune. À l'occasion de la journée mondiale du tourisme, célébrée ce mercredi, le patrimoine touristique du Sénégal pas au rendez-vous. Les acteurs touristiques dénoncent l'accessibilité du village artisanal de Soumbédioune. Cheikh Diop, l'inquiétude qui s'empare des exploitants des terres de culture de décrue. Le niveau du fleuve Sénégal a considérablement baissé. Il n'y aura pas donc de campagne pour cette année. Les riziculteurs demandent d'ailleurs au chef de l'État Macky Sall d'impliquer les autorités mauritaniennes pour trouver une solution à ce problème. Ali Bandelian. Avec moins de 5 mètres, c'est la plus faible côte du fleuve Sénégal à l'échelle de Matam. À la même période l'année dernière, on était presque à 8 mètres de hauteur. Conséquence, les crues ne sont pas au rendez-vous aux grandes dames des exploitants des terres de culture du Waalo, qui ne seront malheureusement pas en campagne cette année. Une première depuis 1974, selon Mamadou Diop, président de la coopérative des organisations paysannes de Matam. Et par rapport aux cultures de crues, vu le niveau du fleuve à cette époque, avant on parlait de 10 mètres, même pour la côte d'alerte, c'est dire qu'il n'y aura pas de culture de crues. Et donc, dans ce cadre-là, on peut dire que la situation est inquiétante par rapport à ces cultures traditionnelles. Face à l'invasion aviaire, les riziculteurs de Matam interpellent le chef de l'État pour une implication des voisins de la Mauritanie dans la lutte. Au plan réel pour la lutte contre les oiseaux granivores. Ce peu-là, en agriculture, soit préservé.
sens de soutenir, c'est-à-dire la région. Même si au Sénégal, on lutte contre les oiseaux d'animaux, s'il n'y a pas un plan coordonné avec la Mauritanie, les oiseaux peuvent se risquer en Mauritanie, je pense qu'on n'arrivera pas aussi à cibler ce phénomène-là. Nous ne voulons pas trop critiquer, c'est-à-dire les services techniques, parce qu'ils ont des problèmes, c'est-à-dire de moyens, mais faire en sorte ça, avec le peu qu'il y a, que le gouvernement central puisse, en tout cas, c'est-à-dire soit conscient de la situation de sauver les cultures irriguées, c'est à venir avec le mûrissement. Après les cultures pluviales, le Wallo, cette forme de culture traditionnelle du Fouta, est encore compromise cette année, compliquant davantage la situation alimentaire déjà préoccupante dans la région. Matam, Ali Bandelian, RFM. Je vous l'annonçais en titre, Ziguinchor, une mosaïque de communautés. On retrouve des Bissau-Guinéens, des Gambiens et autres. Et c'est parce que cette partie sud du pays est frontalière avec plusieurs pays de la sous-région. Le charme est que ces étrangers vivent à l'aise comme s'ils étaient chez eux. Billet retour en Casamance signé Sornana Tambay. Sur la rue qui mène à son restaurant, impossible de ne pas être envahi par l'odeur des brochettes de viande grillée de Abel. Il est originaire du Niger. Ce Aoussa tient une débiterie. Âgé de 42 ans, il est au Sénégal depuis 25 ans. Avant l'indépendance, mon père est ici. Il m'a amené ici, il m'a appris son travail avant qu'il est décédé. Ziguinchor, c'est chez lui maintenant, en partie. Oui, mes enfants, ils sont tous nés ici au Sénégal. Ils parlent ma langue Hausa. Ils ne comprennent pas très bien le Wolof. Moi, je parle la langue Hausa. Je parle la langue Wolof. Vous autres, je comprends un peu ça. Contrairement à Abel, Aldino Batista, cordonnier, est la première génération de sa famille à s'être établie à Ziguinchor. En 1985, rien ne laissait croire qu'il allait faire sa vie ici. J'étais venu pour un sujet. J'ai travaillé avec un vieux qui était là aussi. Il était cordonnier. Il avait son atelier. J'ai travaillé avec les vieux là pendant quelques temps. Après, je suis retourné. J'ai ouvert mon atelier qui est là. J'avais une copine qui était tombée en état de grossesse. Bon, on a un enfant ensemble. Bon, pour gérer l'enfant là, je préfère rester, quoi. Sa Guinée-Bissau natale ne lui manque pas trop. Aldinou, la cinquantaine, a su s'adapter. C'est le même climat avec le climat guinéen. Avant, bon, avec les problèmes, c'était difficile, mais maintenant, ça va très bien. Et vos enfants? J'ai des qui sont à Dakar, qui sont mariés là-bas. Ziguinchor, un lieu où des ressortissants des pays frontaliers et même au-delà se retrouvent. La particularité géographique, culturelle et économique fait que ces étrangers ne le sont pas, en fin de compte. RFM. L'actualité internationale. Youssou Bodian, bonjour. Bonjour Barthélémy, bonjour à tous. Au Togo d'abord, où la société civile a mis en place le Front citoyen Togo debout. L'objectif, selon son porte-parole David Dossé, prendre une part active aux manifestations qui se déroulent dans le pays depuis quelques semaines. Le point sur la situation politique au Togo avec Isidore Ouonou, que nous avons joint à Lomé. Il est le directeur de publication du site Ici Lomé. Ce front se donne pour objectif d'accompagner l'opposition parce qu'ils se disent que cette affaire, le retour à la constitution de 92, ce n'est pas seulement l'affaire de l'opposition, c'est l'affaire de tous les Togolais qui réclament le départ du régime, notamment de Faure Gnassingbé. Donc, la semaine prochaine, puisque cette semaine, c'est une petite accalmie qu'on traite cette semaine. L'opposition organise un Togo mois vendredi. Actuellement, ils sont en conférence de presse, puisque aujourd'hui, c'est la célébration de l'anniversaire de la Constitution 92 que le peuple togolais réclame. Cette semaine, on constate un petit calme, mais ce n'est qu'un petit répit donné au pouvoir, puisque la semaine prochaine, l'opposition annonce réaction de grève envergure la semaine prochaine. Nous attendons la fin de cette conférence de presse qui se déroule actuellement pour se situer exactement. Donc, le Front Togo debout va accompagner le mouvement la semaine prochaine pour les manifestations de rue. Et ce sera des actions de grande envergure selon les responsables de la coalition de l'opposition qui est créée depuis quelques semaines. Youssou Bodian, donc le Togo, où la société civile a mis en place le Front citoyen Togo debout. En Afrique du Sud, le principal syndicat qui mobilise contre Jacob Zuma. Il s'agit du COSATU qui a défilé ce mercredi matin avec des milliers de personnes dans les rues de Johannesburg. Selon l'AFP, ces syndicalistes exigent la démission du président sud-africain Zuma et dénoncent la corruption de son gouvernement. Jacob Zuma, au pouvoir depuis 2009, est très souvent cité dans des scandales politico-financiers, mais le président sud-africain a toujours démenti ces accusations. L'Italie mise sur la diaspora africaine pour résoudre la crise
reprise des migrants. L'idée est d'appuyer les entrepreneurs de la diaspora africaine afin qu'ils créent des emplois dans leur pays d'origine. Les bénéficiaires vont recevoir chacun près de 20 millions de francs CFA. Les détails avec Awambaye. La fondation italienne Etimos collecte de l'argent pour ensuite l'investir dans des pays en voie de développement. Son président Marco Santoni estime que les ressources de la diaspora africaine sont largement sous-estimées parce que négligées ces dernières années en raison de l'urgence des secours et de l'assistance apportée aux migrants. À travers son nouveau programme dénommé Migraventure, la fondation Etimos veut s'adresser aux entrepreneurs d'origine africaine installés en Italie et qui envisagent de créer une entreprise ou d'en développer une qui existe déjà dans leur pays d'origine. Un des projets validés, celui de Cheikh Diop, un Sénégalais qui souhaite créer une entreprise d'agriculture biologique au Sénégal, son village natal, après avoir mis sur pied une coopérative qui produit des yaourts bio à Rome. Donc, sur une centaine de projets ayant répondu à un premier appel à candidature, 10 ont été retenus et chacun va recevoir environ 20 millions de francs CFA. L'Italie est le premier investisseur européen en Afrique avec 11,6 milliards d'euros en 2016. Awambaye, une initiative de l'Italie au moment où l'Union européenne propose d'accueillir 50 000 réfugiés d'Afrique et du Moyen-Orient en 2 ans. C'est pour offrir une alternative sûre et légale à la périlleuse traversée de la Méditerranée selon un communiqué de l'Union européenne. Sa commission propose aussi de modifier les règles dans l'espace Schengen. Elle prévoit la possibilité de rétablir des contrôles frontaliers de jusqu'à 3 ans. L'objectif, faire face à des menaces comme le terrorisme, Barthélémy. Merci beaucoup Youssouf Boudian. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne d'RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, la journée internationale du tourisme célébrée ce mercredi. Comment faire pour booster le secteur touristique au Sénégal? Débat vers 12h35. RFM Sport. Bonjour Soda Cham. Bonjour Barthélémy Ngom. Du football, nous parlons des éliminatoires du Mondial 2018 féminin U20. Le Sénégal donc à l'assaut du Maroc pour la manche retour. Et la Fédération sénégalaise de football sonne déjà la mobilisation. C'est exact, une rencontre prévue ce samedi au stade Alassane Djigo de Pikine. Malgré leur défaite lors du match aller, les Lioncelles ont les armes qu'il faut pour battre cette équipe marocaine, estime la présidente de la commission du football féminin, la Fédération sénégalaise de football, Seyni Ndir Seck, affirme aussi que la fédération fait tout son possible pour booster les Lioncelles. Seyni, que je vous propose d'écouter. Bon, de notre côté, nous avons commencé à communiquer depuis notre match de retour via les réseaux sociaux. Nous espérons que le peuple viendra les soutenir parce qu'elles en ont vraiment besoin. Alors, Seyni, en tant que présidente de la section féminine de la fédération, pensez-vous que les Lioncelles ont les armes qu'il faut pour battre cette équipe marocaine? Bien sûr, j'y crois fermement parce que sincèrement, à match de l'aller, on a eu des occasions franches. Mais vous savez, on a une équipe plus jeune. C'est des filles qui, pour la plupart, c'est la première fois qu'elles voyagent, qu'elles jouent un match international. Si on prend en compte tous ces paramètres, bah, c'est pas une excuse, c'est vrai. Mais bon, ça a un peu joué sur la rencontre. Aujourd'hui, elles vont jouer chez elles. On est à domicile devant notre public. Donc, je pense qu'on a tous les atouts en main pour vraiment prendre notre revanche, quoi. Quel conseil donnez-vous à ces Lioncelles? C'est vrai qu'on a perdu le match aller de 2-0. C'est juste qu'on peut faire exactement la même chose que elles, ce qu'elles nous ont fait chez elles. Donc, je leur demande juste d'être patiente et puis de se donner à fond comme elles l'ont fait au Maroc, même si elles ont perdu 2-0. Voilà, l'équipe nationale féminine aussi a besoin d'un coup de pouce. Et elle a donc besoin de supporters Soda Cham. Mais nous parlons de la deuxième journée de la Ligue des Champions qui se poursuit cet après-midi. À 18h45, FC Bâle qui va jouer contre Benfica, CSKA Moscou, Manchester United, les deux premiers de la poule A. Anderlecht qui fera face à Celtic Glasgow. Et le match tant attendu, le Paris Saint-Germain version Neymar qui va affronter le Bayern Munich. Atlético Madrid fera face à Chelsea, Juventus Olympiakos, Sporting
Sporting Gijón va affronter le Barcelone et à 16h, Karabakh face à AS Roma. Handball, à présent, les affiches des demi-finales de la Coupe du Sénégal connues. Le tirage au sort s'est effectué hier, mais pourquoi cette longue attente après les quarts de finale? Chérif Ndiaye, secrétaire général de la Fédération sénégalaise de handball, explique. On a joué les quarts de finale. Entre les quarts de finale et maintenant, on a eu la préparation de l'équipe nationale des cadets qui devait se rendre à la CAN à Abidjan en début septembre. Et ensuite, on a eu la Tabaski et les examens de fin d'année. Et donc, on a préféré laisser les équipes se préparer pour ces différents événements. Alors, Chérif Ndiaye, pourquoi la saison a tiré en longueur? Donc, cette longue durée est due simplement aux différents événements qu'il y a eu cette année. On est dans une année électorale. Il y a eu plein de choses qu'il fallait revoir. Et il faut l'avouer aussi, il y a eu quelques dysfonctionnements au niveau interne. Et par rapport au contentieux qui oppose Saltigué à Disso, où est-ce que vous en êtes? Donc, vous savez que lors de la Coupe du Sénégal, les litiges sont souvent suspensifs. Et donc, on a préféré attendre que la CFPRD tranche, parce qu'il y a eu une réserve des deux équipes. Et on attend que la CFPRD tranche pour pouvoir savoir laquelle des deux équipes va rencontrer le Duc. Et voici à présent le tableau des demi-finales. Samedi 7 octobre, chez les dames, UGB va rencontrer Tivaouane. Chez les messieurs, JA face à Rai. Et le dimanche 8 octobre, chez les dames, Duc va affronter le vainqueur entre Saltigué et Disso. Et chez les messieurs, Saltigué, UGB. C'est tout, Barthélémy, pour cette page des sports. Merci beaucoup, Sodetia, midi 27. RFM, la chronique du jour. La chronique de Mbaye Sidi Mbaye. Je suis convaincu que le Sénégal a un plus inexplicable qui nous maintient toujours dans la norme. D'abord, les évêques africains ont choisi Dakar la semaine dernière pour discuter 5 jours durant du service de la charité. Améliorer le social, la solidarité, la générosité collective organisée au nom du Créateur a fait naître dans l'Église le concept valorisant, respectueux de service de la charité. Cela signifie que la charité est non seulement obligatoire, comprenez-la comme un partage de prospérité, mais qu'il faut y mettre de la qualité, l'élever au niveau de services payés par Dieu. Au même moment, Touba se mobilise pour le Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké, appelé imam des imams. Il n'a dirigé la communauté mouride que pendant 11 mois à son rappel à Dieu. Les mourides le commémorent pour se ressourcer dans sa pratique et dans ses recommandations. Vendredi 22 septembre est annoncé le décès du calife des Tidjanes, Abdoulaziz Sy. Al-Amin, comme tout le monde le surnommait, est parti au bout de 6 mois à la tête de cette tariqa prestigieuse. La Sénégambie a migré à Tivaouane, l'éternelle demeure de la famille Sy. 3 jours de deuil, faits de prières, de témoignages sur la vie et l'œuvre du disparu. Pétri dans la diplomatie, la communication sociale et le discours public, courageux dans ses idées et ses positions, quitte même à braver la direction du vent, non pour provoquer, mais par conviction. Au 3e jour, le dimanche, le nouveau calife est proclamé par les dignitaires religieux et les plus responsables de la famille Sy. Comme attendu, Serigne Babacar Sy Mansour, dit Serigne Baye, taquiné sous le surnom allemand pour sa rigueur, succède à Al-Amin. Pendant donc quasiment 1 semaine, le Sénégal s'est ressourcé dans le don de soi, dans la méditation, la prière et la mise en chantier de nouvelles gouvernances. RFM, la presse du jour.
Depuis 1993, nous formons des milliers de cadres à travers l'Afrique et le monde. Le groupe AFI l'Université de l'entreprise vous offre votre revue de presse. Presse du jour, Georges Déthié-Diop. Revoilà Abdoulaye Wade, l'ancien président, vedette du jour, et c'est pour s'en prendre à son successeur. C'est à l'occasion d'une réunion du comité directeur du Parti démocratique sénégalais. Les journaux s'en font l'écho, très largement d'ailleurs. Selon l'Observateur, Maître Wade ouvre le feu sur le maquis. Pour le Témoin, Abdoulaye Wade crache le feu. Le quotidien affirme que Wade descend maquis, là où Sud Quotidien souligne que Wade n'y croit pas. C'est à propos de l'appel au dialogue de Macky Sall. Sud rapporte que le secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais a déclaré que son successeur à la tête de l'État n'est pas dans la posture de dialoguer, contrairement à l'appel lancé. À la une de Les Échos, cette phrase de Wade: non, il n'y aura pas de dialogue. Et pour cause, l'ancien président soutient que Macky Sall ne montre pas les signes de quelqu'un qui veut dialoguer. Il ajoute qu'on ne peut pas faire les poches à quelqu'un et l'inviter à dialoguer. Bref, le pape du Sopi, comme le souligne le quotidien LAS, rejette la main tendue du président pour le dialogue. Et rejetant l'appel au dialogue de Macky Sall, Abdoulaye Wade, selon le Témoin, exige une haute autorité pour les élections. Le journal Le Quotidien l'a aussi relevé et souligne que Wade récuse Ali Ngouille Ndiaye. Le nouveau ministre de l'Intérieur n'est pas le seul dont la nomination fait l'objet de critiques de la part du chef du PDS. Le journal Le Quotidien rapporte que Wade dénonce la nomination de Aliou Sall à la CDC, la Caisse des dépôts et consignations. Pour Abdoulaye Wade, cité par le quotidien LAS, Aliou Sall a été nommé pour invalider la candidature de Karim. C'est ce qui fait aussi la une de Vox Populi. Aliou Sall, bras armé de Macky pour éliminer Karim en 2019. Car pour Wade, et ses propos sont mis en exergue par Vox Populi, il s'agit de s'accaparer du pouvoir et de tenter d'invalider la candidature de Karim en confisquant sa caution. Karim Wade, dont le retour est annoncé pour 2018 selon Sud Quotidien. Autre annonce relevée par le Témoin, congrès d'investiture en 2018 et vente des cartes. Wade a déclaré que Karim Wade sera là avant les élections. Oui, il sera là avant le congrès de juin 2018. Rien ne le retient là-bas. Nous avons bien cité Abdoulaye Wade qui avertit par ailleurs à la première page de Vox Populi que l'État va tout droit vers la banqueroute. On va voir. En tous les cas, à la une du quotidien national Le Soleil, l'on fait état de 54 milliards de francs CFA pour l'emploi des jeunes. Le Soleil rend compte d'une audience entre le Premier ministre et la Banque mondiale. Une séance de travail entre Mahammed Boun Abdallah Dionne et le chef de la délégation de l'institution financière. Le Soleil nous apprend qu'au sortir de la rencontre, le chef de la délégation de la Banque mondiale a annoncé un financement de 90 millions de dollars, soit près de 54 milliards de francs CFA pour soutenir la politique d'emploi du gouvernement. Le combat que le gouvernement mène ces derniers temps sur l'international, le combat pour la fin du massacre des musulmans en Birmanie. L'Obs en parle ce matin et titre « Le Sénégal en guerre à l'ONU ». Plus clairement, l'Observateur souligne qu'après la déclaration forte du président Sall lors de la 72e Assemblée générale des Nations Unies, le Sénégal a joint l'acte à la parole en mêlant sa voix à celle d'autres pays comme la Turquie pour demander au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir pour statuer sur la question. Première séance publique du Conseil de sécurité sur le dossier des Rohingyas demain. À la une de l'enquête, la grande nébuleuse. Mon confrère parle ainsi du financement des partis politiques au Sénégal. Le journal rappelle les 30 millions de Andedieuf, les sacs de riz à la CAP 21, les 4 millions de Ndoye, entre autres. Une longue tradition selon mon confrère. Sport pour terminer, la Champions League européenne à la une du quotidien Stade. Le journal s'arrête sur la rencontre PSG-Bayern avec les photos de Neymar et du Polonais Lewandowski. La danse des stars. Le Parc des Princes, une piste pour la samba ou la mazurka. Rendez-vous à 18h45. À vos kiosques et bonne lecture. Le groupe AFI l'Université de l'entreprise vous a offert votre revue de presse. Contactez-nous au 33 824 71 10 ou visitez notre site web au www.afi-ue.sn. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Point de vue, la journée internationale du tourisme a célébré ce mercredi. Comment faire pour booster le secteur au Sénégal? Nous avons deux intervenants en ligne. Ibrahim Assar, bonjour. Bonjour, M. Ngom. Vous êtes directeur de l'hôtel Filao. Le deuxième intervenant, Mamadou Diallo, bonjour. Oui, bonjour, M. Ngom. Expert et acteur touristique. Première question à Ibrahim Sarr, directeur de l'hôtel Filao. Monsieur Sarr, le tourisme au Sénégal, un secteur à problème, peut-on le dire?
Oui, un secteur à problème, mais c'est en général la destination qui est un secteur à problème. La destination Sénégal. Oui, la destination Sénégal. On vient de passer des années 2014, 2015, 2016, on commence à sortir la tête de l'eau, comme on peut dire. Parce que vous savez qu'on a traversé, surtout avec l'histoire de Ebola. Parce que moi, je ne parle pas de visa, mais c'est surtout Ebola. On a vu que tous les tours opérateurs, par exemple, avaient quitté le Sénégal. Aujourd'hui, c'est une phase qui est en train d'être derrière nous. On a l'avantage que beaucoup de tours opérateurs reviennent sur la destination maintenant. Ok, mais vous êtes directeur d'hôtel. Quels sont les problèmes auxquels vous rencontrez souvent, pour la plupart? Au-delà même de l'hôtel, le Filao, le complexe Les Filao, qui est deux hôtels, Filao et Sali Hôtel, je suis quand même dans la station balnéaire de Sali Portudal. Et vous savez que Sali, c'est surtout le problème de la plage. On a un problème sur le changement climatique avec l'érosion côtière. Quand on parle de balnéaire, on dit d'abord plage. Je dis toujours que en balnéaire sans plage, c'est comme quelqu'un qui va à la montagne ou sans du ski. Il va faire du ski sans neige. C'est comme aujourd'hui, je viens à Sali, j'ai dit j'ai acheté le balnéaire, le loisir balnéaire, j'ai pas de plage. Forcément, je ne vois plus un intérêt pour venir à Sali. Heureusement qu'on a un projet qui est en cours, qui a été bien inscrit dans la composante 2 du PSE. C'est la restauration de plage de Sali, où on a l'avantage aujourd'hui, le projet est en voie d'être lancé. On attend maintenant l'avis d'appel d'offres, qui forcément sera lancé d'ici la fin du mois d'octobre. D'accord. Vous gardez la ligne, Monsieur Sarr. Monsieur Diallo, vous êtes là? Oui, je suis là, monsieur Ngom. Il y a certains qui pensent que la relance du secteur touristique doit être basée sur l'écotourisme. Et pour cela, donc, il y a des acteurs qui soutiennent qu'il faut redéfinir le tourisme d'affaires et de découverte. Vous partagez cet avis? Oui, je vous remercie, monsieur Ngom. Mais vous me permettrez de parler un peu, si vous voulez donner un mot plutôt sur le prétexte qui vous amène à nous interroger à poser ce débat sur ce secteur-là. Il s'agit effectivement de la Journée mondiale du tourisme. Et si j'insiste pour en parler rapidement, c'est eu égard un peu à l'importance du thème. Le thème cette année, c'est tourisme durable, un outil au service du développement. Alors, je voudrais simplement dire, avant de répondre précisément à votre question, ce serait peut-être même un lien pour répondre à votre question, que aujourd'hui, effectivement, nous parlons de tourisme durable, nous parlons d'écotourisme, nous parlons de tourisme solidaire, tourisme responsable, etc., etc. Je voudrais simplement dire que le Sénégal, aujourd'hui, dispose d'atouts et de potentiel réel pour s'inscrire durablement dans un tourisme, je dirais, un tourisme responsable et durable. Et ça m'amène un peu à répondre un peu à votre question. Il est vrai que pendant plus de 40 ans, le Sénégal a joué sa carte sur l'échiquier mondial en matière de tourisme par rapport à un produit balnéaire. Alors, nous avons connu ces dernières années des difficultés. Je pense que M. Sarr en a ébauché quelques-unes tout à l'heure, notamment avec le phénomène d'érosion côtière. Il reste aujourd'hui... Ça dit nos plages disparaissent. Les plages disparaissent, monsieur. Et je pense que par rapport à une vision, d'ailleurs, je dois saluer que l'État a eu, en l'occurrence le président Macky Sall a eu, dans le cadre du PSE, à orienter cette vision vers le développement de structures micro-touristiques, puisque de quoi il s'agit? Quand on parle d'écotourisme, c'est la prise en charge, si vous voulez, de certaines notions qui rappellent des valeurs dont nous disposons ici au Sénégal. Ces valeurs-là tournent autour, je dirais, du potentiel de l'environnement, de notre culture, de la variété des variétés de nos ethnies, et de tout ce qui concerne en fait les sites et patrimoine, que ce soit tangible ou en tout cas intangible. Et sous ce rapport-là, ça vise quoi? Puisque tout le discours c'est quoi? C'est pour aller vers une meilleure croissance de l'économie nationale,
mais surtout vers le développement de nos populations et des entreprises qui évoluent dans le secteur. Monsieur Diallo, vous l'avez dit tout à l'heure, le potentiel est là, mais est-ce qu'il ne faudrait pas, en tout cas, établir d'abord un répertoire exhaustif de l'ensemble des sites touristiques afin de mettre en place un plan directeur d'aménagement, je ne sais pas, mais favoriser également l'émergence des tours opérateurs? Définir des plans d'aménagement, je pense que c'est le rôle, l'État a bien pris conscience de le faire à travers, disons, une structure qui s'appelle la SAPCO, la Société d'aménagement des côtes et zones touristiques du Sénégal. Mais je dois dire que, je dois simplement relever que nous avons un problème, ce n'est pas une question de vision, une question de réflexion. La vision, elle est là, la réflexion, elle est là. Mais il s'agit de la mise en œuvre. Nous avons un problème de mise en œuvre en termes de délai, nous avons un problème d'évaluation et nous avons également un problème de sanction. Quand on évalue, ça marche, on sanctionne positivement, quand ça ne marche pas, on sanctionne négativement. Et aujourd'hui, les problèmes du secteur sont sérieux. Le chef de l'État a eu à prendre justement des mesures en 2013 et 2014 en Casamance, 2013 à Sali, n'est-ce pas, sur la suppression du visa, sur des actions à mener, notamment par rapport aux 6 pôles touristiques, justement. Donc je reviens à votre question. Il y a 6 pôles touristiques, mais qu'est-ce qui est fait au niveau de ces 6 pôles? Donc il s'agit d'une part d'avoir la vision, mais je crois que ce qui est important, c'est justement cette mise en œuvre. Parce que au niveau des pôles, il s'agira, pour moi, de mon point de vue, vraiment de changer de paradigme. D'accord. Nous sommes orientés vers le tourisme de loisirs depuis des années. Cette forme de tourisme a montré ses limites. Il s'agit aujourd'hui pour l'État, au niveau des terroirs, de développer des structures, et l'État a une bonne vision là-dessus en parlant de microtourisme, de développer des structures microtouristiques dont vont s'accaparer les populations, puisque on a beau parler de tourisme, d'apport, d'impact et tout ça, mais comme disent les Wolofs, l'eau se boit pour d'autres sonne. Merci. Monsieur Diallo, vous gardez la ligne. Monsieur Sarr, aujourd'hui, Dakar doit aussi reconquérir son hub aérien pour rester une ville carrefour. Surtout qu'ils sont nombreux ceux qui pensent que la destination Dakar est chère comparée à d'autres pays. En fait, nous, dans la profession, on l'a toujours dit, à la destination Sénégal, quand on prend par exemple au niveau du package, nous, en tant qu'hôteliers, par exemple, on est très, très, très minime et pourtant, c'est nous qui supportons, c'est nous qui accueillons, c'est nous qui hébergeons, c'est nous qui logeons, nous qui nourrissons. Quand on prend le package, par exemple, de tour opérateur sur la destination Sénégal, l'hôtelier n'y se retrouve presque pas. Je peux vous donner un exemple, par exemple, aujourd'hui, toutes les ventes au niveau du package, ça nous revient à quoi la semaine en tout inclus? Ça nous revient à peu près même pas à 400 € en tout inclus. Et je profite de l'occasion pour dire, comme disait tout à l'heure M. Diallo, c'est vrai que le Sénégal, on a trop duré sur le tourisme d'affaires, le tourisme balnéaire. Mais aussi, une chose qui est claire aujourd'hui est qu'il faut accepter que c'est la fin de ce qu'on appelle les tours opérateurs traditionnels. Parce qu'ils ont tellement margé qu'on a l'émergence aujourd'hui qui, en fonction, par exemple, vu l'émergence de tout ce qu'on appelle aujourd'hui les ventes en ligne, les OTA, c'est-à-dire c'est comme Booking, c'est les voyageurs à sac à dos, et ainsi de suite, qui rejoint ce que disait M. Diallo tout à l'heure sur le microtourisme, qui est, à mon avis, plus rentable, vu les emplois que ça crée, vu les retombées directes sur la population, parce que, quand je cite un petit exemple, un petit campement ou un campement touristique ou un auberge, par exemple, qui est géré par une communauté, par un village, c'est déjà les retombées directes sur le village, c'est retombées directes sur les employés directs et la commune. Donc aujourd'hui, il faut changer la donne. Moi, de toute façon, je travaille sur ça. Je travaille sur ça, j'ai dit, le microtourisme, il faut qu'on travaille là-dessus. Il y a le tourisme culturel, pour moi, à mon avis, qui est toujours peu exploité au Sénégal, qu'il faut ici lancer. Il y a le tourisme écologique. Et j'ai essayé, par exemple, avec un petit exemple, quand quelqu'un, un touriste, par exemple, quitte Toubacouta, il quitte la Gambie, par exemple, il vient à Toubacouta. Les gens pensent forcément que le client doit passer pour venir jusqu'à Founioui pour prendre le bac. Or, de Toubacouta, on peut prendre la pirogue pour déboucher, faire Palmarin. Bon, c'est vrai que j'habite là-bas, je connais bien. Vous descendez à Differ, vous traversez toute une mangrove.
On l'a essayé et les gens étaient superment contents parce qu'ils ne savaient pas que le Sénégal pouvait avoir un link direct avec la Gambie à partir de Toubacouta. Voilà. D'accord. Vous gardez, merci. Mais vous gardez la ligne, Monsieur Sarr. Monsieur Diallo, vous êtes acteur touristique. Au Burkina Faso, par exemple, je cite l'exemple du Burkina Faso. Il y a une rencontre annuelle, le FESPACO. Au-delà d'être une rencontre d'échange, c'est aussi des découvertes et ça vend l'image de Ouagadougou du Burkina. À Dakar, il n'y a pas souvent ces genres de rencontres à dimension internationale. Est-ce qu'il ne faudrait pas réfléchir à cela, ne serait-ce que pour vendre davantage l'image du Sénégal? Alors, vous touchez du doigt un problème important, puisqu'on ne peut pas parler de développement touristique sans parler, bien entendu, de la commercialisation et de la promotion touristique. Et ce volet promotion est pris en charge par l'Agence sénégalaise de promotion touristique, justement, qui, depuis 2014, commence véritablement à poser des actes qui sont de nature à davantage vulgariser l'image du Sénégal de manière très positive sur les marchés étrangers internationaux. Et même sur le plan local, avec la promotion du tourisme interne. Cependant, il faudrait d'ailleurs qu'en termes d'image, que nous puissions savoir quelle est l'image que nous voulons promouvoir à l'étranger, quelle est l'image que nous voulons vendre. Quand vous me parlez du Burkina Faso, je suis persuadé qu'ils vont s'appuyer sur des images, en tout cas relatives un peu à leur culture, à l'authenticité africaine, etc. etc. Donc, il s'agira, de mon point de vue, et ça n'est pas fait jusqu'à présent, et ça montre une certaine instabilité, quand on, même à l'image de la nouvelle dénomination du ministère du Tourisme, qu'on a déconnecté du ministère des Transports aériens, après l'avoir mis il y a quelques années, etc. etc. Il s'agit maintenant de figer un peu une image, d'être d'accord tous sur une image que nous voulons quand même promouvoir, mais je crois fondamentalement que l'avenir de ce secteur-là dépendra non seulement de l'image que nous voulons promouvoir, mais surtout en nous appuyant sur nos valeurs. Et parmi ces valeurs-là, que nul ne peut occulter, puisqu'on ne peut plus vendre des plages, c'est fini, c'est terminé. Il faut que nous comptions un peu sur nos propres valeurs, sur nos propres experts. Vendre la culture sénégalaise. Absolument, la culture, on a un patrimoine qui est extrêmement riche. Et il faudrait qu'on s'appuie sur cela, puisque bientôt, pour éviter un peu le phénomène de tourisme-phobie qui se passe dans certaines destinations tourisme de masse, heureusement que le Sénégal n'est pas une destination tourisme de masse, il faudrait que nous puissions vendre des produits qui collent plus à notre authenticité, à nos valeurs culturelles, à nos patrimoines, que ce soit les patrimoines des sites touristiques, etc., etc. Sinon, on ne pourra plus, à mon avis, d'ici quelque temps, concurrencer des destinations qui sont mieux positionnées que le Sénégal du point de vue de certains produits comme le balnéaire. Quand vous allez sur les Caraïbes, les plages des Caraïbes ne sont pas du tout pareilles avec celles que nous avons ici. Donc, il s'agit de marquer une mutation, de mon point de vue, vers des produits plus authentiques et développer un peu, en s'appuyant un peu sur notre culture et nos valeurs. Merci beaucoup. Parmi ces valeurs-là, vous me permettrez d'en signaler une qui me semble fondamentale, quoi qu'on puisse en dire, c'est la qualité des habitants que nous avons. Les habitants, notamment dans les zones rurales, pourquoi nous insistons, ce sont des gens qui savent accueillir jusqu'à présent. La teranga sénégalaise, comme dirait l'autre. Merci. Malheureusement, Monsieur Diallo, nous sommes rattrapés par le temps. Rendez-vous tout à l'heure donc à 13h pour le débat. Mamadou Diallo, merci, expert et acteur touristique. On termine avec vous, Ibrahima Sarr, en une seconde. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui comme solution alternative? Non, la solution alternative, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut surtout axer le développement aujourd'hui sur notre vente de patrimoine culturel, surtout. Voilà. Merci beaucoup. Merci Ibrahima Sarr, directeur de l'hôtel Filao. Rendez-vous tous les deux donc à 13h avec Mamadou Mohamed Ndiaye. Le bulletin météo à présent au courant des prochaines 24 heures. Un temps stable et ensoleillé prédominera sur la majeure partie du pays. Toutefois, des amas nuageux pouvant occasionner des pluies seront notés sur le sud. La sensation de chaleur sera de mise sur la majeure partie du territoire avec des températures maxi journalières variant entre 31 à Dakar et 40 degrés à Matam. Les visibilités donc seront globalement bonnes. Les vents seront généralement de secteur ouest, nord-ouest et d'intensité faible à modérée. Midi 49, c'est la fin de ce journal. Voici les principales informations à retenir.
Morgom répond à Abdoulaye Wade qui a décliné l'invite de Macky Sall pour un dialogue. Le ministre conseiller estime, contrairement à Wade, que le chef de l'État est bel et bien dans les dispositions de dialoguer pour l'intérêt du Sénégal. Privatisation de la Sonacos, les travailleurs en phase avec l'État. Le secrétaire général national des industries des corps gras déclare que depuis la disparition de la Sunewar, la Sonacos a du mal à se relever. Et puis Ziguinchor, une mosaïque de communautés. On retrouve des Bissau-Guinéens, des Gambiens et autres. Et c'est parce que cette partie sud du pays est frontalière avec d'autres pays. Le charme est que ces étrangers vivent à l'aise comme s'ils étaient chez eux. Vous avez suivi le billet retour en Casamance signé Sorna Natambay. Au micro, Barthélémy Ngom, Abdoulaye Diop a assuré la technique. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous. Réalisation de ce journal Daouda Diouf. Prochain rendez-vous avec l'information à 13h dans moins de 10 minutes. Un journal en Wolof, ce sera avec Mamoudou Mohamed Ndiaye. Tout de suite, Jalgati Khibar. ma fale dinaa defar ay micro yoo xam ne da ngay ñàng rek wax bi di dem déggal li rek voilà jërë ngeen jëf kon naka mbokk yi askan wi tey naka la mercredi àllarba te wax nañ leen ko mercredi bu nekk ministre yi nag danañ daje foofee ca Palais de la République ngir càmbar nas nocci donte nag tey ji la conseil des ministres sama naatango nag xëye fi muñal tey ji nii daanaka mun naa wax ne 6 heures du matin dem foofee ca Palais de la République ngir assister la nga xamante ne moom mooy ndaje ministre ya ci waxukaay bi tonton Adi ci jàppandal gi nag Alioune mooy ko fa faral. voilà jërëjëf kon Alioune mu mel ni sax daanaka muñal waaw jàppandi na voilà kon nu déglu muñal dugal ko allo muñal. allo tonto. waaw muñal. waaw tonto nag ñu ngi fii ci Palais de la République tonto. ci conseil des ministres bi waaye nag di la wax ne tonto sa commandant nuyu na la.